Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu non scriptée. Alors, pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo, c'est parce que j'avais envie, je sais pas pourquoi, de vous parler du GOAT de mon Primarch préféré, c'est-à-dire Rogaldorn, le Primarch des Imperial Fist. Alors, pourquoi Rogaldorn c'est mon préféré? Je vais essayer de vous transmettre toute l'affection que j'ai pour Rogal. Alors, ça va pas être forcément, on va parler du lore, mais ça va pas être forcément un récit du lore de A à Z, parce qu'il y a beaucoup de chaînes spécialisées dans le lore qui le font bien mieux que moi, et de façon scriptée. Moi, ce que je vais essayer de vous faire, c'est de vous transmettre le mood, c'est de vous transmettre un petit peu le ressenti que moi j'ai envers ce personnage, et peut-être essayer de vous transmettre également un petit peu de mon affection pour lui. Alors, sans plus tarder, on commence. Pourquoi est-ce que Rogaldorn, on a envie d'en parler aujourd'hui? C'est tout simplement parce que c'est un Primarch qui est relativement mal aimé. Alors pourquoi il est mal aimé? Pour plusieurs raisons. C'est parce que la plupart des gens ils vont trouver Rogaldorn trop chiant, trop mou, ou alors pas assez intéressant, ou pas assez haut en couleur par rapport aux autres Primarchs, comme par exemple, je sais pas, Sanguinius, etc. Même le loup. Eh bien en fait, je vais essayer de vous prouver que non seulement vous avez tort, mais en plus de ça, il y a aussi le problème depuis la V2 de Horus Heresy, c'est que c'est le poster boy, du moins les Imperial Fist sont les poster boys, un peu comme dans 40K avec les Ultramarines. Même si maintenant c'est un peu plus les Salamanders dans la V3, mais c'est pas grave. Alors, Rogaldorn, on va faire un rapide résumé de sa vie. Alors, Rogaldorn, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un Primarch privilégié, comme par exemple peut l'être Roboute Guilliman, qui est né dans un système déjà prospère d'Ultramar, etc., avec une famille régnante qui est déjà en place. Alors, même si Guilliman a eu des défis à relever, etc., comme par exemple la mort de son père, etc., ce qui est toujours intéressant. Alors, Rogaldorn, lui, il est né, il a vu le jour sur Inuit. Alors, Inuit, c'est un monde... C'est catégorie Death World, hein, donc c'est les mondes les plus dangereux. Hein. C'est pourquoi? C'est parce que c'est une planète un peu comme Hoth dans Star Wars, c'est-à-dire que c'est une planète gelée. C'est une planète où il n'y a pas de nourriture, où il fait extrêmement froid, et où les gens meurent à la chaîne. Il faut le savoir, parce que Rogaldorn n'a pas eu une vie facile. Il n'avait pas de parents adoptifs, la seule personne qui s'est vraiment beaucoup occupée de lui, c'est son grand-père adoptif, qui est du coup le seigneur de la maison Dorn, et qu'il a appelé Rogal. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que Rogaldorn, contrairement à Guilliman par exemple, n'avait pas une figure maternelle, d'accord, pour lui transmettre des vertus typiquement féminines, c'est-à-dire la tempérance, la douceur, en un sens, l'affection, comment exprimer son affection, etc. Là, c'était un monde patriarcal très dur, et sa seule figure familiale, c'était son grand-père. Et son grand-père, même s'il s'en est très bien occupé, eh bien, imaginez-vous que vous avez été adopté par votre grand-père uniquement, beaucoup d'entre vous comprendront que si ça avait été le cas, votre vie aurait été probablement dure. Dure dans le sens, c'est solide. Pas beaucoup d'affection, on va dire. Moi, en tout cas, mon grand-père était comme ça, c'est-à-dire que même s'il était très gentil, eh bien, si j'avais été adopté par lui à mon plus jeune âge, je pense que, voilà, ça aurait été compliqué quand même, hein, d'un point de vue relationnel. Voilà. Donc, ça, faut le savoir. À ça, vous ajoutez le fait que le Death World Inuit, c'est des conditions de vie extrêmement dures, d'accord. Ils ont eu un certain niveau de technologie, mais voilà, on lui a enseigné dès le plus jeune âge que s'il y a un maillon faible dans le clan ou dans la tribu, eh bien, c'est la mort de tous. C'est pour ça que Rogaldorn, dès le plus jeune âge, il a commencé à s'entraîner à être blindé, aussi bien physiquement que psychologiquement, puisque la moindre faiblesse sur Inuit, ça représentait la mort du clan. Et ça c'est très intéressant, parce que Rogaldorn, il a plusieurs titres, le défiant, il est aussi le maître du siège, bien sûr, le constructeur, mais c'est quelqu'un qui est fondamentalement hors d'atteinte, c'est-à-dire que c'est très difficile de discuter avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est d'une précision mathématique, mais dans tous les aspects de la vie. Par exemple, quand Sanguinius lui parle, Rogaldorn, souvent, face à Sanguinius qui est un
qui est un peu le plus humain des Primarques, avec notre ami Salamander, bah il sait pas trop comment répondre, parce qu'il a jamais appris vraiment à manifester ses sentiments, même pour son frère le plus cher. C'est toujours très compliqué. Ce qui caractérise Dorn de A à Z, c'est son stoïcisme. Et le stoïcisme, c'est... On va pas forcément parler d'une école de philosophie, même si ce serait intéressant, parce que je ne suis pas formé en philosophie, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais le stoïcisme, globalement, c'est une école de pensée philosophique qui dit que vous devez avoir aucun ennemi pour n'être jamais dérangé par rien, et du coup rester maître de vous-même en toutes circonstances. Et c'est ça qui, basiquement, caractérise Dorn. Alors, quand il a juré fidélité à l'empereur après être retrouvé, il prend bien sûr la tête des Imperial Fist, sa légion, et ça devient une des légions les plus puissantes. Pourquoi ? Parce que tout simplement ils sont nombreux et ils construisent. Ce sont des bâtisseurs, un peu comme Gulliman, c'est-à-dire que ils défendent les mondes qu'ils ont pris, et surtout ils installent des avant-postes de défense un peu partout, ce qui permet d'avoir une stabilité sur les mondes conquis. Un petit peu comme les Wordbearers, sauf que les Wordbearers, vu que c'est fait sur une base théologique, forcément c'est revenu les mordre dans les fesses plus tard, mais Rogal Dorn c'est pas le cas. Alors, il y a également autre chose. Il y a forcément, quand on parle de Dorn, sa rivalité avec Perturabo. Alors, il y a beaucoup de gens, voilà, qui vont rigoler en disant ouais, de toute façon c'est les deux faces d'une même pièce, c'est deux gros autistes, voilà, high functioning autisme. Bon, écoutez les gars, je suis d'accord, mais il faut avouer, hein, je suis désolé pour tous les fans de Perturabo, mais il faut comprendre que Dorn est largement au-dessus de Perturabo. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, Dorn n'a pas un ego qui pose problème, c'est-à-dire que Dorn va toujours soustraire son ego de la situation pour faire le meilleur résultat possible, d'accord ? Perturabo c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui est vraiment très égomaniaque. Je dis pas ça en mal, mais faut avouer que voilà, il a un ego qui est très problématique et qui l'empêche de prendre des bonnes décisions. Donc déjà, pourquoi est-ce que Dorn est au-dessus de Perturabo ? Il y a le problème d'ego. Ensuite, il y a également, bien sûr, l'aspect complet de la formation de Rogal Dorn. C'est-à-dire que là où Perturabo veut vraiment construire des choses merveilleuses, s'échapper un petit peu de ce rôle de général qu'il aime pas trop, et bah Rogal Dorn, lui, il fait ce qu'on attend de lui et il le fait bien, et peu importe le sujet, il va le faire. C'est pour ça que l'empereur a demandé à Rogal Dorn de construire son palais, pas à Perturabo. C'est parce qu'il savait que, en cas de problème, puisque on sait que l'empereur avait déjà prévu une guerre civile avec Malcador, il savait de base qu'il y aurait des primarques qui risquaient de se retourner contre lui, il a fait plusieurs primarques qui étaient un peu sur le même modèle. Par exemple, voilà, on peut penser au lion et au loup, qui sont deux primarques qui sont spécialistes du duel et de l'extermination. En fait, il a fait des primarques qu'on appellerait redondants. Et bien, cette redondance se trouve aussi chez Perturabo et Rogal Dorn, c'est-à-dire deux maîtres du siège et de la défense, et bien sûr des bâtisseurs. Et, bien sûr, dans le cas où il y en aurait un des deux qui perdrait le contrôle, l'empereur a fait son choix, et le meilleur choix à faire, c'était de garder Rogal Dorn avec lui, parce que Rogal Dorn, c'était le meilleur pour le job. Tout simplement. C'est pas moi qui le dis, c'est l'empereur, et effectivement, on va voir pourquoi et comment il a raison. Quand est venu le temps du siège, Rogal Dorn, lui, il a prouvé que c'était le meilleur. Déjà parce que, tout seul, aux commandes stratégiques, puisque oui, certes, il avait le Khan avec lui et il avait Sanguinus, qui ne sont pas des minces chances de survie supplémentaires pour l'Imperium, mais quand même, ce n'étaient pas des généraux, c'était ses bras droits, mais c'était lui qui prenait toutes les décisions. Eh bien, tout seul, à la tête de simplement 3 légions et de Terra, il a réussi à défendre une grande partie du système solaire et à ralentir les traîtres de façon assez significative, hein, sachant que les traîtres étaient en full force à ce moment-là, et bien sûr boostés par le warp. On pense par exemple à des stratégies qui permettent aux traîtres de se téléporter en orbite quasiment de Terra, enfin c'est très très compliqué à voir venir pour quelqu'un comme Dorn qui n'était pas trop dans le superstitieux avant le siège de Terra. Eh bien, il a réussi à défendre, mine de rien, le palais, et bah je suis désolé, hein, les traîtres, mais qui a gagné l'Horus Heresy, hein, c'est bien sûr les loyalistes. Aux dernières nouvelles, c'est les loyalistes. Dorn a accompli sa mission, c'est-à-dire tenir jusqu'à l'arrivée des
renforts, Ultramarine et Dark Angel. Donc, en un sens, le War Master, hein, le War Master de la faction loyaliste, c'est-à-dire Rogaldorn, et non pas Horus, eh bien, c'est lui qui a gagné, on va dire, cette guerre, malgré toutes les pertes, malgré tous les échecs sur tout un tas de plans, parce que c'était très dur. Eh bien, en face de lui, le maître stratège, vu que Horus n'était pas trop aux commandes à ce moment-là, c'était Perturabo, et malheureusement pour Perturabo, il n'a pas réussi, hein. Et malgré tout ce qu'il va dire, ouais, j'ai brisé les défenses de Rogaldorn, mais qui fuit la guerre à ce moment-là, c'est Perturabo. Perturabo se barre complètement à l'opposé du système solaire parce que il a peur et il n'a plus envie de faire des efforts pour finir la guerre avec son équipe qui est un peu l'équipe B, hein, malheureusement. Pendant ce temps-là, Rogaldorn n'abandonne jamais, bien sûr. Donc, je suis pas là pour faire le concours de bits, mais voilà, Rogaldorn, encore un exemple de pourquoi c'est le GOAT. Alors bon, ça, c'était un petit peu les faits froids et non analysés spécialement d'un point de vue psychologique, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans Rogaldorn, c'est son aspect psychologique. Son aspect psychologique, en fait, à Rogaldorn, il est super intéressant, beaucoup plus que les gens ne pensent. Quand on voit Rogaldorn dans un premier plan, on va surtout se dire que c'est un mec un petit peu autiste socialement, il arrive pas trop à s'exprimer, et puis voilà, c'est un peu le good guy de base, le GI américain de base, mais en fait c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que Rogaldorn avait deux grandes amitiés parmi les primarques, parce que comme vous le savez peut-être, il y a des primarques qui s'aiment plus ou moins, hein, par exemple Perturabo n'aimait pas du tout Rogaldorn, mais même s'il ne l'aimait pas, il faut savoir que Perturabo avait beaucoup de respect pour l'efficacité de Rogaldorn. D'ailleurs, quand il est arrivé dans la Grande Croisade, Perturabo, il est allé se former avec Rogaldorn, hein, pour que Rogaldorn lui apprenne tout ce qu'il savait, parce que Perturabo savait que c'était le meilleur. On peut savoir que par exemple Konrad Kurz n'aime personne, etc. Eh bien, Rogaldorn, lui, il avait deux grandes amitiés, c'était Horus et Sanguinus. C'était un peu le trio de meilleurs bros. C'était ceux qui s'appréciaient le plus. C'est-à-dire que Rogaldorn, lui, il avait son grand frère Horus, envers qui il avait énormément de respect et d'amour, bien sûr, d'amour fraternel, et Sanguinus, qui était l'idole de Rogal, puisque Rogaldorn, lui, idolâtrait Sanguinus. Pour lui, c'était l'âme de l'humanité. En fait, Horus dirigeait l'Imperium, Rogaldorn construisait l'Imperium, et Sanguinus était l'âme de l'Imperium. C'était ça le rêve, on va dire, comme dirait notre ami Baldemort. C'était le rêve de Rogaldorn, voilà. Et son rêve, bien sûr, s'est effondré, hein, le jour où il a appris que son grand frère avait trahi. Alors, quand est-ce que ça s'est passé ? Ça s'est passé après le massacre du site d'atterrissage, quand les survivants loyalistes ont fui à bord du vaisseau Eisenstein. Ils ont réussi à rejoindre Terra, et ce qui s'est passé, c'est que Nathaniel Garro, du coup le capitaine de la Death Guard loyaliste, il arrive sur Terra, et il arrive à prévenir Rogaldorn en lui disant, voilà, Horus a trahi. Et quel est le premier réflexe de Rogaldorn ? Ce n'est pas forcément de dire, ok, dites-moi tout ce que vous savez, etc. Non, Rogaldorn, le premier truc, c'est, il prend son épée, il dit, ok, redis ça, et je t'accorde une mort rapide, parce que, à quel moment t'as pensé que c'était ok d'accuser mon grand frère chéri, de une telle trahison ? Et en fait, c'est là où on voit toute la passion de Rogaldorn, parce que Rogaldorn, il a deux aspects. Il a le mathématicien, il a le défenseur de l'Imperium, mais il a aussi une âme enflammée, complètement, mais qu'il cache. La plupart du temps, on ne le voit pas. On ne voit pas que Rogaldorn est quelqu'un de très passionné dans ce qu'il fait, et de très passionnel. Et en fait, bien sûr, grâce aux enregistrements des commémorateurs, il montre les images de enregistrées à Rogaldorn, et il est bien obligé de se rendre à l'évidence, Horus a trahi. Mais ça, c'est un coup tel dans le moral de Rogaldorn qu'il rentre complètement en dépression. Ça, il faut le comprendre. Rogaldorn, c'est un homme qui est dépressif pendant tout le siège de Terra et dans les 8 ans à peu près de l'Horus Heresy. C'est quelqu'un à qui on dit que son grand frère est un traître et il a massacré tes hommes et il va te tuer, en fait, basiquement. Et en fait, il ne veut pas y croire. Même s'il est bien obligé de se rendre à l'évidence, il n'a pas envie de vivre dans cette réalité. C'est ça qui est très intéressant. Et il va dresser des barrières mentales pendant 8 ans, pour ne pas y réfléchir, sans doute, et puis pour se préserver lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est concentré dans son travail énormément, et il ne faisait plus rien d'autre. Et en fait, quand les traîtres arrivent
arrivait inévitablement vers le système solaire, il faut comprendre que Rogaldorn était seul. Il n'avait pas ses frères avec lui. Et il ne savait pas lequel de ses frères allait survivre. Ils avaient plus de communication avec Gulliman, ils avaient plus de communication avec Sanguinius, etc. Et en fait, quand Sanguinius arrive sur Terra avec sa légion, Rogaldorn, c'est un second souffle qu'il ressent à ce moment-là. Parce que son grand frère chéri a trahi, mais son idole, l'homme qui l'idolâtre le plus au monde, eh bien lui, il n'a pas trahi. Il est arrivé sur Terra pour l'aider, envers et contre tout. Et là, il faut se rendre compte du soulagement que c'est pour Rogaldorn de voir son petit frère Sanguinius arriver, le plus puissant des primarques, théoriquement, hein, c'est quand même le plus puissant, c'est l'ange de la mort quand il est pas content. Eh bien, en fait, Rogaldorn, à ce moment-là, respire enfin après des années et des années de travail solitaire, puisqu'il faut rappeler aussi que, à cause de la folie de Magnus, l'empereur n'est pas disponible. C'est-à-dire que l'empereur restait à défendre les protections mentales de Terra, à cause de la faille warp qu'a ouvert Magnus dans le palais. Eh bien, l'empereur n'est pas disponible. C'est Rogaldorn qui donne les ordres depuis 8 ans. C'est Rogaldorn qui ne bouge pas du palais de Terra et qui n'a pour discussion que éventuellement Malcador quand il est disponible. Et Malcador, c'est un oncle, mais vous comprendrez que voilà, il peut pas se confier à forcément autant qu'il le voudrait. Mais il peut, en voyant Sanguinius arriver, se permettre de souffler et surtout d'être faible. Et surtout de s'appuyer un petit peu sur l'épaule de Sanguinius. Et c'est ça qui est beau, c'est que Rogaldorn, c'est quelqu'un qui, pendant toutes ces années d'efforts, il a été fort pendant trop longtemps. Et ça a fait des cassures dans sa personnalité, ça a fait des cassures dans son mental, en fait. Et du coup, le siège débute, bien sûr, et il faut comprendre que Rogaldorn, à ce moment-là, bien sûr, il est éveillé 24 heures sur 24, pendant des semaines, il ne se repose jamais, donc vous imaginez bien la pression qu'il a, parce que tout repose sur lui. Parce que même si oui, il y a le Khan, oui, il y a Sanguinius, il faut comprendre quelque chose. C'est qui donne les ordres? C'est lui. Il y a personne d'autre. Même les custodiens, entre guillemets, lui obéissent. Donc en fait, il y a personne d'autre sur qui il peut s'appuyer d'un point de vue de commandement, en fait. Donc chaque décision importante passe par lui. Vous imaginez la pression qu'il doit ressentir à ce moment-là. Le moindre faux pas, et c'est fini. C'est fini pour l'Imperium, son père meurt, tout le monde meurt, Sanguinius meurt, Horus gagne, etc. Et en fait, ça se cristallise quand Rogaldorn, qui prend des décisions actives depuis des mois, sans pouvoir pour autant se défouler et aller se battre, parce qu'on demande à Rogaldorn qu'il soit un commandant, pas un guerrier, alors que lui, il a aussi une âme enflammée, comme je vous le disais, il a envie d'aller se battre. Il est très frustré à ce moment-là, et ça se cristallise au moment de la porte d'éternité, quand Sanguinius est obligé de retourner se battre à un moment critique, c'est-à-dire à défendre la porte d'éternité. La porte d'éternité, c'est le dernier rempart intérieur du palais, et en gros, ils sont en train de fermer cette porte et de dire à tous les Space Marines loyalistes, vite, venez, il faut que vous passiez la porte, parce que si vous êtes coincés quand on la ferme, eh bien vous serez dehors, vous serez abattus, pareil, on pourra pas venir vous aider, vous serez des résistants, mais par contre, voilà, vous aurez plus d'ordre, vous serez obligés de vous battre jusqu'à la mort, mais voilà. Et c'est à ce moment-là où Sanguinius pose la main sur l'épaule de Rogaldorn et lui dit adieu mon frère, c'était un honneur d'avoir été ton frère. Et vous imaginez Rogaldorn qui, lui, tout ce qu'il a envie, c'est d'aller avec Sanguinius et de se battre avec lui pour sauver son frère, pour aider son frère. Et en fait, il peut pas, parce que ce qu'on attend de lui, c'est d'être le général, encore une fois, qui ne prend pas part à l'action et qui continue de prendre les décisions. Et vous imaginez que pendant les heures où Sanguinius se bat contre 10 000 traîtres en même temps, des démons, avec Kabanda qui revient pour essayer de tuer Sanguinius, il faut comprendre que Rogaldorn, lui, il voit ça sur les écrans. Il voit son frère au bord de la mort un nombre incalculable de fois, seconde après seconde, et il peut rien faire. Et on attend de lui qu'il ne fasse rien. C'est ça le pire. Et là, vous imaginez bien toute la pression et tout le sentiment d'impuissance
que Rogaldorn peut ressentir à ce moment-là, et ça c'est terrible. Bien sûr, Sanguinus, lui, il est blessé très grièvement dans cet affrontement, mais il survit. Mais quelque chose change en lui. La prochaine fois qu'il voit Rogaldorn, en fait, Sanguinus sait déjà qu'il va mourir. Puisque Sanguinus a des visions prophétiques, il sait qu'il doit aller sur le Vengeful Spirit pour affronter Horus, mais il sait qu'il va mourir. Parce que s'il ne le fait pas, eh bien tout est perdu. Ça, c'est Sanguinus qui le sait, Rogaldorn lui ne le sait pas. Et du coup, quand il est pris en décision que voilà, Sanguinus va aller sur le Vengeful Spirit et que l'empereur se lève de son siège pour que Malcador le remplace, il faut comprendre que Rogaldorn s'oppose à cette décision. Il lui dit non mon frère, tu peux pas y aller. Tu ne peux pas y aller. Tu vas mourir. Sauf que Sanguinus lui sait que il doit y aller pour mourir. Parce que s'il ne meurt pas, la prophétie va se réaliser et l'Imperium est perdu. Mais vous imaginez que, à ce moment-là, quand ils font leurs adieux, Rogaldorn, là, il en vient à la réalisation, oui, mon frère est condamné, quoi. Est condamné, et il y a rien que je puisse faire, encore une fois. C'est un homme qui, malgré toute sa puissance, tout son génie intellectuel, etc., il est impuissant. Il est impuissant, et il est condamné à vivre cette impuissance, et à voir les autres qu'il apprécie mourir, ou devenir des monstres, comme Horus, par exemple. Et ça... c'est une impuissance qui va être mise à profit par Khorne, le dieu du chaos, le dieu du massacre, le dieu du combat, du sang, etc. Parce que quand Rogaldorn se fait téléporter dans le Vengeful Spirit avec ses Imperial Fists, certains qui vont nous écouter savent, mais tout le monde est séparé. L'empereur est de son côté, Constantin Valdor est de son côté, Sanguinus est de son côté, etc. C'est parce que Horus leur a tendu un piège, il les a téléportés à différents endroits pour épuiser un petit peu leur force, etc. Et en fait, Rogaldorn est seul. Il est seul. Et il n'est pas dans le Vengeful Spirit, il est dans le Warp, parce que, en fait, Khorne, le premier dieu du chaos, l'a téléporté dans son royaume, qui est une sorte de désert rouge, imaginez le Sahara mais pas en rouge, à perte de vue, le ciel est rouge, et Rogaldorn ne sait pas où il est à ce moment-là. Lui s'attendait à être dans le Vengeful Spirit, à diriger ses hommes, et là en fait il est tout seul. Il n'y a pas d'action autour de lui, juste le silence. Et ça, cette isolation qu'il va subir, dure des dizaines de milliers d'années. C'est-à-dire que dans le temps réel, ça va durer une seconde, peut-être une minute, mais dans le temps du Warp, puisque vous savez que le Warp, le temps se déroule de façon différente, et ben en fait, Rogaldorn va être prisonnier de ce désert pendant des milliers d'années. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces milliers d'années ? Son armure, qui est faite du même matériel que l'empereur, c'est-à-dire de l'auramite blindé, etc., ça dure tellement longtemps que son armure est érodée par le sable. Vous imaginez l'armure de l'empereur qui est attaquée par le temps tellement il y a du temps qui passe en fait. Imaginez ça, le vent, à force de milliers d'années qui passent, eh bien, petit à petit son armure s'érode. Et il n'y a aucun moyen de s'en échapper. Donc Rogaldorn fait des tours et des tours et des tours pendant des milliers d'années. Il y a des murs dans ce désert et ces murs, en fait, il ne peut pas les escalader, ils sont lisses. Donc en fait, il est totalement prisonnier. Et bien sûr, des milliers d'années sans aucun contact humain, vous imaginez ce que ça fait à un esprit. N'importe qui deviendrait complètement fou. Rogaldorn finit par oublier son propre nom, alors que les primarques ont normalement une mémoire quasiment parfaite, photographique, temporelle, mais lui, il finit par oublier son propre nom. Vous imaginez ça ? Il oublie son propre nom, il oublie qui il est, pourquoi il se bat, etc. Et de temps en temps, genre par exemple tous les 5 ans, tous les 10 ans, on sait pas, eh bien il entend une voix, c'est la voix de Khorne, qui lui dit « Écoute mon gars, si tu veux sortir de là, moi je te propose un marché, il suffit que tu dises la phrase. » Et Rogaldorn il fait « Ouais, quelle phrase ?» Bien sûr, c'est la phrase du dieu du sang, c'est-à-dire du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône de crâne. Il faut que Rogaldorn dise ça s'il veut sortir du désert. Mais sauf que dire ça, bien sûr, ça voudrait dire vendre son âme à Khorne et devenir un primarque démon. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à analyser parce que Khorne a déjà un primarque qui est esclave de sa magie, c'est Angron, d'accord ? Et c'est très intéressant que Khorne en particulier essaye
de corrompre Rogal Dorn l'incorruptible, parce que même Khorne, il est au courant que Rogal Dorn a en lui ce potentiel de devenir un guerrier berserker et un guerrier sanguinaire, et un guerrier qui est encore plus fort que Angron, si jamais il est bien manipulé. Et ça, c'est très intéressant. Il ne prend pas Sanguinus, Khorne. Il prend Rogal Dorn. Et ça, c'est très très intéressant. Bien sûr, Rogal Dorn, il résiste. Pendant des milliers, voire des millions d'années, il résiste, il ne dit pas la phrase. Des fois, il va dire quelques mots, il va faire du sang pour, mais il va pas dire la suite. Et petit à petit, il va réussir à retrouver et à reconstruire une partie de sa santé mentale. Et comment il va faire ? Il va se raccrocher à sa logique systématique très personnelle qu'il a depuis le début, c'est-à-dire qu'il va commencer à réciter des choses qu'il connaît. Il va réciter des cours d'histoire, il va réciter des stratégies militaires, et c'est très drôle parce que c'est presque comique en un sens. Et petit à petit, il va reconstruire une forme de personnalité en disant, voilà, Alexandre le Grand est connu comme étant un général qui a conquis toute une partie de l'Asie mineure, dans l'Antiquité, machin. Et en fait, Khorne à côté, il est là, mais non, mais juste dis ma phrase, dis mon invocation. Et Rogal Dorn l'ignore. Et pendant des milliers d'années, il va continuer, et petit à petit, il va reconstruire une forme de santé mentale jusqu'à ce qu'il parvienne à lasser et à fatiguer le dieu du sang lui-même. Et il va réussir à s'enfuir de son domaine en parvenant à créer une faille dans un des murs et à rejoindre le Vengeful Spirit. Vous imaginez ? Et après, dans le Vengeful Spirit, alors qu'il ne s'est passé qu'une minute, vous émergez, et ça fait 1 million d'années que vous êtes seul, fou. Le premier truc que Rogal Dorn fait, il se lève, il fait « Je suis Rogal Dorn, défiant Primarque des Imperial Fist ». Et il se remet en route et il fait « Je vais sauver mon père et je vais sauver mon frère ». Vous imaginez là, le niveau de détermination, de stoïcisme qu'il faut pour être quelqu'un comme ça. Et ça, c'est admirable. Parce que Rogal Dorn, c'est le devoir personnifié. Lui-même, il est capable de complètement de s'oublier lui-même et de dire non, j'ai un devoir à faire, et ce devoir c'est de sauver mon frère et de sauver mon père. C'est le seul truc qui compte. Peu importe si pendant 1 millier d'années je dois rester dans le désert, peu importe si je dois être torturé psychologiquement, je suis Rogal Dorn et je vais sauver mes amis et ma famille. C'est ça, Rogal Dorn, c'est un homme de famille, c'est juste que c'est quelqu'un de réservé, qui ne sait pas bien s'exprimer. Mais c'est quelqu'un qui croit dans le rêve de l'Imperium, il croit en son frère Sanguinus et il croit en son père. C'est surtout ça l'important en fait. Et là, du coup, bien sûr, il y a la tragédie. Alors, si vous êtes anglophone et que vous écoutez la trilogie de Rogal Dorn sur la chaîne de Baldemort, je vous la conseille, c'est peut-être les 3 meilleures vidéos de lore qu'il y a sur YouTube. Je vais emprunter son langage thématique qu'il a trouvé pour cette vidéo. Et je vais essayer de vous en faire part. En fait, il a appelé cette trilogie la seconde la plus longue. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette seconde la plus longue, c'est la seconde quand Rogal Dorn va arriver dans la salle du trône, après avoir couru pendant des milliers d'années, des millions d'années peut-être. Il va arriver dans la salle du trône. Et en fait, sa vision parfaite de Primarque ne met que 1 seconde à comprendre ce qui s'est passé. Il rentre dans la salle du trône du Vengeful Spirit, il voit le cadavre d'Horus, il voit le corps de son père, il voit Sanguinus désarticulé, massacré, torturé, il voit les impacts de balles au mur, il voit les impacts d'épée, de magie sur le sol, et en 1 seconde, il est capable de comprendre ce qui s'est passé. Il est capable, pendant la seconde la plus longue de l'Imperium, de savoir que Sanguinus est allé au devant de son destin, il est allé se sacrifier contre son frère Horus, son grand frère chéri, que son père est ensuite arrivé, qu'ils se sont livrés bataille au-dessus du corps de Sanguinus, et que, pour vaincre Horus, son père a été obligé de, malheureusement, y rester lui-même. Et pendant 1 seconde, Rogal Dorn arrive à avoir cet esprit encore mathématique et à tout analyser. Il sait exactement ce qui s'est passé, il comprend. Il remonte toutes les pièces du puzzle comme un enquêteur, comme Sherlock Holmes. Et il sait, et il avance à ce moment-là, et il sait que le rêve est mort. L'Imperium survit, mais plus son Imperium à lui. C'est ça qui est terrible, c'est que son rêve à Rogal Dorn, il est mort. Sanguinus est mort, son père est dans un état où il ne pourra plus jamais être le même.
Horus, son grand frère chéri, il est mort. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Horus, c'était le meilleur des primarques, c'était le plus gentil des primarques, même s'il était, voilà, il avait des côtés sombres. C'était un primarque qui était adoré. Il a passé des années à s'entraîner avec lui. Et malheureusement, voilà, le rêve est mort. Le rêve de Rogaldorn est mort. Et pendant cette plus longue seconde où Rogaldorn comprend tout ce qui s'est passé, eh bien en fait, il comprend qu'une partie de lui-même est morte à ce moment-là et que ce n'est plus un monde pour lui. Mais il a encore un devoir. Alors il soulève le corps de son père et il l'amène sur le trône d'or pour faire son devoir final. Il arrive à le brancher à son trône et malheureusement, il doit lui dire adieu à ce moment-là puisque plus jamais son père ne prendra la parole. Et ça c'est terrible parce que du coup, Rogaldorn, lui, c'est un homme qui est obsédé par la mission, par le devoir, mais maintenant il n'en a plus. Parce que tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il voulait voir, c'est s'épanouir dans le monde, est détruit maintenant. Alors il a ses fils, bien sûr, il a les Imperial Fils qui restent, mais c'est plus pareil, vous comprenez, parce que c'est ses fils, mais lui, ce qu'il voulait, c'était son père et ses frères. C'était pas pareil. C'est pas pareil pour lui. Et ce que lui a dit Khorne dans le désert, ça commence à trotter dans son esprit, vous voyez. Il commence à se dire que oui, il a trop souffert en étant le général en chef de l'Imperium. Pour lui, la mission, elle est ratée. Parce que malheureusement, l'Imperium survit, mais le rêve est mort. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Il fait place à ce que je vous ai dit, son âme enflammée, son âme de guerrier. C'est quelque chose qu'on retrouve chez Sigismund, qui n'est pas un homme de stratégie, qui est un homme d'action et de combat. Eh bien, il va prendre ses fils avec lui, et il va aller chasser les traîtres pour épancher sa soif de sang. Rogaldorn devient un guerrier à ce moment-là, plus qu'un général. C'est la première fois que ça lui arrive. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les Iron Warriors qui sont parmi nous vous diront « Nous avons battu les Imperial Fists lors de la cage de fer. Nous leur avons tendu un piège et nous avons gagné parce que Rogaldorn était nul. » Très bien, les gars. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Rogaldorn, ça fait 8 ans qu'il souffre. Ça fait 8 ans, comme on a vu, qu'il est torturé jour et nuit par ses prises de décision. C'est quelqu'un qui, désormais, se fiche complètement de gagner ou perdre. Alors il prend ses fils avec lui, et il dit « On y va. Et on va mourir. Parce qu'il faut que ça cesse. Parce que je suis dépressif, et parce qu'il faut que ça cesse. Et la seule façon dont ça peut cesser, c'est la mort. » Il prend ses fils et il va dans la cage de fer. Peu importe s'il doit réussir ou perdre, il y va. 80% de la Légion des Imperial Fists meurt à ce moment-là, hein. Faut le savoir. 80%. C'est énorme, parce que les Imperial Fists, même s'ils ont été très affaiblis par le siège de Terra, il faut quand même comprendre que c'était une des légions les plus nombreuses, parce que les mieux organisées. Lui-même, il veut mourir à ce moment-là, faut comprendre, il veut mourir. Et là, Guilliman arrive et le sauve. Imaginez-vous ça. Tout ce que vous vouliez, c'était en finir, connaître un petit peu le repos, et partir en guerrier, et vous avez votre frère que vous respectez, mais qui a pris les mauvaises décisions d'après vous, qui n'était pas là pendant que vous souffriez, qui n'était pas là pour vous aider, et qui récolte les lauriers à la fin, et il vous sauve. Il vous sauve la vie. Et imaginez-vous ça, la honte que vous devriez ressentir à ce moment-là, imaginez ça. Et c'est pour ça que Rogaldorn, peu après, il disparaît. Il disparaît pas n'importe comment, il disparaît au combat. On ne retrouve que sa main, mais il a disparu. Donc on ne sait pas s'il est mort, moi je pense qu'il est pas mort, mais une partie de lui est morte en tout cas. Il est parti en guerrier, pas en général, il est parti en guerrier. Et c'est ça le truc que je kiffe avec Rogaldorn, c'est qu'il y a deux aspects à ce personnage, il y a le guerrier et le général. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens pensent que c'est un primarque un peu simpliste, pas très intéressant et tout ça, mais d'un point de vue psychologique, c'est un primarque qui est dans le top 3 peut-être des primarques, d'accord ? Et malheureusement, c'est une histoire vraiment tragique, c'est un des primarques les plus tragiques, on ne s'en rend pas bien compte. Mais en tout cas, j'espère vous avoir convaincu, ou au moins éveillé peut-être à l'idée que Rogaldorn était un personnage extrêmement intéressant. Et surtout un personnage tragique, et surtout un personnage humain. Parce que au travers de son air impénétrable, eh bien en fait c'est quelqu'un qui souffre énormément, beaucoup plus que Angron, hein. Je tiens à le dire, parce que Angron, il s'abandonne à cette souffrance. Rogaldorn, il lui a jamais laissé une seule place, il lui a jamais laissé prendre un pas sur son mental. C'est pour ça que
comme le chêne, face à la tempête, il se brise au bout d'un moment. Il n'a pas réussi à plier. Eh bien écoutez, moi, je reviendrai pas dessus, je trouve que c'est le Primark le plus intéressant, c'est quelqu'un qui souffre, et moi j'apprécie les hommes qui souffrent et qui continuent d'avancer. Et pour tout ça, j'espère que vous en serez un petit peu convaincus vous aussi. Je vous laisse en attendant, prenez soin de vous, et à la prochaine, ciao.